semaines qui viennent revêtent une importance particulière pour la liberté de la presse. Au-delà du sort d'un homme, ce qui va se jouer dans les semaines à venir, c'est la possibilité même de révélations journalistiques majeures sur les secrets des États. Soutenir Julian Assange pour RSF, c'est une obligation impérieuse pour tous ceux qui entendent résister à l'extension abusive du domaine du secret. Un secret opposé de plus en plus aux journalistes qui enquêtent sur des sujets d'intérêt public aussi importants que le comportement des États. Et c'est pourquoi nous avons répondu à la proposition de maître Éric Dupond-Moretti d'organiser cette conférence de presse avec l'équipe européenne de défense de Julian Assange. Je vais laisser la parole à Éric Dupond-Moretti, à Antoine Wey, puis à Balthazar Garçon, à John Shipton, avant de présenter l'argumentation de Reporters sans frontières. Je dois signaler que malheureusement, Jane Robinson a été retenue à Londres, tout comme Christophe Marchand, avocat belge, mais je dois signaler la présence ici de Tristan Wibo, avocat au barreau de Bruxelles. Voilà, je vais laisser la parole à Éric Dupond-Moretti. Mesdames et messieurs, nous sommes ici aujourd'hui réunis à la demande de Julian Assange qui souhaitait, dans une démarche, comment puis-je dire, institutionnelle, que ses avocats soient réunis pour vous faire part de la situation qu'il traverse et qui est à bien des égards une situation désespérante. Nous avons Balthazar Garçon, mon confrère espagnol, le papa de Julian Assange, Antoine Wey, mon associé, mes confrères belges. Il nous manque les confrères anglais et américains qui sont retenus dans la procédure d'extradition qui est en train de se dérouler maintenant. D'abord, à sa demande, je voudrais remercier tous ceux qui le soutiennent dans le monde entier. Ce sont des gens de toutes catégories, socio-professionnels. Ce sont des gens qui peuvent parfois discuter de son travail, mais qui considèrent tous en réalité que les 175 ans de prison qu'on lui promet aux États-Unis, c'est une peine indigne, insupportable et contraire à l'idée que l'on peut tous se faire des droits de l'homme. Je vous remercie aussi d'être présent. Votre présence ne signifie pas forcément votre soutien, et j'espère me tromper, mais au moins, et c'est important, l'intérêt que vous portez à cette affaire. Alors, en quelques mots, je vais vous dire où on en est de ce dossier parce que beaucoup de contre-vérités ont été énoncées depuis trop longtemps. Il est aujourd'hui, comme vous le savez, emprisonné à Londres dans le cadre d'une procédure d'extradition. Ce que souhaitent les États-Unis, c'est une procédure politique. Et quand on vous dit que la liberté de la presse, effectivement, est menacée, elle l'est parce que la Constitution des États-Unis interdirait la poursuite d'un citoyen américain pour de tels faits. Cette procédure, au-delà de Julian Assange, concerne tous les journalistes qui n'ont pas la nationalité américaine. Et ce d'ailleurs en dépit de décisions qui ont été rendues par la Cour suprême des États-Unis, qui rappellent, mais l'administration américaine semble l'avoir oublié, que la liberté d'expression ne peut pas faire l'objet de poursuites de cette nature. La première rectification qu'il convient d'apporter, c'est pour vous dire que la procédure suédoise s'est terminée par un abandon des poursuites et que plus personne aujourd'hui ne peut sérieusement ternir
l'image et la personnalité de Julian Assange. Des observateurs internationaux ont d'ailleurs porté un regard scrupuleux sur cette procédure et elle fait l'objet d'un certain nombre de critiques acerbes. Il n'y a plus de procédure suédoise. On va tout de même rappeler ce que il a permis de révéler. Il a permis de révéler en France que Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande avaient été espionnés par les Américains. Ça n'est pas rien. Il a permis de révéler également que Pierre Moscovici et François Baroin, deux ministres français de l'économie, avaient fait l'objet d'une opération d'espionnage économique, conduite par les États-Unis. Il a permis la diffusion d'une vidéo qui s'appelle Collateral Murder. C'est une bavure de l'armée américaine en juillet 2007 à Bagdad, au cours de laquelle 18 civils, dont 2 journalistes de Reuters, ont été tués lors d'un raid aérien. Et si certains d'entre vous peuvent douter de l'intérêt d'une telle publication, qu'ils se reportent à cette vidéo, qu'ils la regardent, on y voit des soldats rire au moment de la commission de ce qu'il convient de qualifier de meurtres au pluriel contre des civils. Il faut qu'ils payent le prix de cela. Et ce qu'il encourt aux États-Unis qui le réclament, je l'ai déjà dit, c'est 175 ans de prison. Nous allons saisir, avec nos amis belges, car on travaille ensemble dans cette affaire, la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Bien sûr. Pour des raisons techniques, cette juridiction a déjà été saisie. Elle s'est pour le moment déclarée irrecevable, mais nous allons la saisir sur un autre fondement. Bien sûr. Je voudrais, à cet instant, évoquer les violations patentes des droits de l'homme telles qu'elles résultent déjà, hélas, du dossier dont nous avons pris connaissance. D'abord, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, le Suisse Nils Metzer, a rencontré Julian Assange le 9 mai 2019. Il explique et il écrit qu'en plus des troubles physiques, M. Assange montre tous les symptômes d'une exposition prolongée à la torture, retenez ce mot si vous le voulez bien, psychologique. Cela inclut le stress extrême, l'anxiété chronique, le traumatisme psychologique. En novembre, il a estimé que la vie de Julian Assange était en danger. Le 26 novembre 2019, un collectif de 60 médecins indique redouter vraiment, l'adverbe est utilisé, sur la base des éléments actuellement possibles, que M. Assange puisse mourir en prison. Dans une résolution du 28 janvier 2020, toute récente, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe rappelle que la détention et les poursuites pénales contre Julian Assange constituent un dangereux précédent pour les journalistes. En outre, et joindre à la recommandation du rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui a déclaré le 1er novembre 2019 que l'extradition de M. Agent Assange vers les États-Unis doit être interdite et qu'il doit être libéré sans délai. Enfin, le 17 février 2020, 117 médecins ont signé une tribune dans la revue médicale The Lancet, revue scientifique que vous connaissez tous, déplorant la politisation des principes fondamentaux de la médecine
dont les implications dépassent le cas de Julian Assange. Nous demandons au gouvernement de mettre fin à la torture de Julian Assange et de lui assurer l'accès aux meilleurs soins avant qu'il ne soit trop tard. J'ai rencontré Julian Assange avec Antoine Wey. Nous nous sommes retrouvés face à un homme qui, je le dis, a des difficultés pour s'exprimer. On n'est pas médecin, évidemment. Nous étions accompagnés de notre confrère belge Le Marchand qui nous a dit « J'ai vu ses facultés diminuer. Il a de plus en plus de mal à parler. Il est parfois prostré. Et je voudrais ici, mon témoignage ne peut pas aller plus loin, vous faire part de l'inquiétude que nous avons ressentie lorsque nous lui avons rendu visite. Son casi 8 años los que Julian Assange lleva sometido a una presión por parte de Estados Unidos, que no ha dudado en utilizar todos los mecanismos legales e ilegales para doblegar su voluntad por algo que es lo que deben de hacer los periodistas, y ustedes lo saben bien, que es informar, que es transmitir y que es luchar porque esa información veraz sea conocida por todos y cada uno de los ciudadanos. Cela fait déjà presque 8 ans que Julian Assange est soumis à des pressions de la part des États-Unis, tant légales qu'illégales, afin de le faire plier dans sa volonté de faire ce qu'un journaliste se doit de faire. Et vous êtes ici tous journalistes, donc vous savez de quoi je parle, c'est-à-dire d'informer, de renseigner et de recueillir des informations et des renseignements, puis de les transmettre au public en général. Por hacer esto se le considera un presunto delincuente cuando quienes han delinquido son precisamente aquellos que le están persiguiendo. Et ceux même qui le poursuivent comme un délinquant sont ceux qui ont commis des délits pour le poursuivre, pour le faire plier. Si el 19 de julio de 2012, que fue cuando por primera vez vi a Julian, estaba convencido de su inocencia, hoy lo estoy aún más, por eso sigo con él, porque creo que se está cometiendo una gravísima injusticia que puede extenderse a todo el ámbito de la prensa independiente y de la libre información. Julian Assange ha sido objeto de verdadero espionaje dentro de la embajada, siendo una persona protegida por el asilo. La empresa de seguridad, una empresa española que debía de haber velado por esos derechos, colaboró a través de, presuntamente, de su principal representante y dueño, el señor Morales, con instituciones de Estados Unidos para obtener información sensible de Julian Assange, de las personas que le visitaban, de los abogados que le defendemos y, en definitiva, para cercenar y eliminar sus derechos, de modo que al día de hoy es prácticamente imposible que se pueda ejercer una defensa con visos de eficacia alguna. Accuser Assange d'espionnage pour ce travail-là, c'est faire peser pour l'avenir, sur les médias, sur le journalisme, une menace terrible. Le mot n'est pas trop fort,
Assange fait l'objet d'une persécution politique et judiciaire qui l'a obligé à se réfugier pendant 7 années à l'ambassade d'Équateur et qui est la cause de son maintien en détention. Assange est poursuivi par les États-Unis sur le fondement d'une loi rétrograde, l'Espionnage Act, pensée pour des temps de guerre et qui pourrait amener à ce qu'il soit condamné au total à 175 ans de prison. Nous demandons à la justice américaine, à l'administration Trump, de mettre fin à cette procédure de grand jury qui aujourd'hui apparaît aux yeux du monde comme un jeu de dépibé. Nous leur demandons de clore cette procédure qui ne fait pas honneur au pays du premier amendement. Où est le premier amendement? Si Assange est jugé conformément à l'Espionnage Act, il n'aura même pas la possibilité de prouver l'intérêt public des informations qu'il a dévoilées. C'est une procédure qui porte atteinte à l'esprit de la Constitution américaine. Et nous demandons à la justice britannique de ne pas être complaisante et de refuser l'extradition d'Assange. En juillet 2013, avec Julian, nous avions rédigé ensemble une tribune publiée dans de nombreux journaux européens en faveur de Snowden, qui était à l'époque à l'aéroport de Moscou. Nous avions demandé aux États de l'Union européenne de réserver à Snowden le meilleur accueil, sous quelque statut que ce soit. Les États européens, alors, n'avaient pas accédé à cette demande, par respect pour un pays qui a porté haut la liberté d'expression dans l'histoire, par crainte de rétorsion ou de représailles, sans doute aussi. Mais cette demande de protéger Julian Assange, nous la formulons aujourd'hui. Elle serait conforme, cette protection, aux valeurs européennes. Je termine en disant que tout le monde peut se mobiliser. Reporters sans frontières a lancé une pétition qui a déjà recueilli des dizaines de milliers de signatures. « 22 heures d'enfermement sur 24, privé de ses avocats, des droits de visite élémentaires auxquels tous les détenus de droit commun, auxquels tous les détenus ont accès normalement, impossibilité de consulter son dossier, et ce sont des détenus qui, le voyant s'affaiblir, ont manifesté au sein de la prison et ont contraint les autorités pénitentiaires à alléger un tout petit peu ces conditions. De sorte qu'aujourd'hui, il est au contact d'autres êtres humains. Il était à l'isolement total, complet, traité de cette façon, inhumaine et dégradante. Maître Dupont, une question pour Maître Dupont-Moretti. Donc vous nous dites qu'il s'agit d'un procès politique. Vous êtes? Je suis là. Je suis là à gauche. Mais bonjour. Ah d'accord. Donc vous nous dites que c'est un procès politique, moi je comprends tout à fait. Mais ce que je comprends moins, c'est que l'Europe, qui s'est fait elle-même espionner politiquement, économiquement, ne soit pas politiquement capable de répondre. Et enfin, il y a quelque chose qui m'échappe. Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses d'ordre politique qui dérangent l'Europe? Demandez aux responsables européens, madame. Sans doute, mais on fait le même constat. Pourquoi l'Europe, en tous les cas l'Europe politique, ne s'est pas davantage mobilisée? Est-ce que l'Europe politique n'est pas apeurée, tétanisée par l'administration américaine? Demandez aux différents responsables, mais il y a forcément quelque chose de cet ordre. Nous, je sais pas, moi j'ai vaguement vu le rapport Muller passer. Bon, déjà, ça montre que celui qui est victime, en fait, est accusé. Oui. C'est les autres, en fait, qui sont les accuseurs, qui sont eux-mêmes. On dit, regardez la lune, en fait, c'est le doigt qui montre qui est. Voilà. Oui, madame. Quizás es porque es Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos, en todos los ámbitos de seguridad, calificado por ellos de seguridad nacional o de aspectos de inteligencia o de violación de derechos humanos, se le consiente casi todo, ¿no? Quizás sea por eso.
l'enjeu, c'est de dire, alors c'est très technique, il y a effectivement plusieurs canaux qui juridiquement permettent de demander un asile quand on n'est pas, comme M. Assange, sur le sol français. Il y en a qui nous paraissent, on va dire de manière pratique, peu probables, mais si vous me posez la question, je vous y réponds. Dans le cas d'Edward Snowden, c'est une demande de visa qui a été faite pour qu'il lui permette justement de déposer l'asile, qui a parfois été présenté comme une demande d'asile. Dans le cas de Julian Assange, ça paraît peu probable, puisqu'il est actuellement détenu dans la maison d'arrêt de Belmarsh. On étudie la possibilité de faire une demande d'asile par le biais de la Convention Dublin III, qui est une demande très complexe. Et enfin, comme vous l'a détaillé Maître Dupond-Moretti, dans notre Constitution française, il est permis aux autorités françaises d'accorder l'asile à quelqu'un dont on estime qu'il est poursuivi en raison du combat qu'il mène pour les libertés. Donc aujourd'hui, je rappelle quand même qu'on n'est pas ses avocats depuis très longtemps, que c'est un débat qui est concerté dans différentes juridictions, en Angleterre, mais aussi en France, parce qu'il a des liens de rattachement forts avec la France, en tout cas qu'on va essayer de mettre en avant. Et dans ce cadre, une des démarches qui est effectuée, et ce qu'on souhaitait annoncer dans cette conférence de presse, c'était une démarche politique qui consiste à pouvoir présenter un dossier, peut-être différent de celui qui avait été présenté par son ancien conseil, je ne sais pas, mais en tout cas un dossier argumenté, juridique, avec des pièces à l'intérieur, et en coordination avec tous les juristes qui nous accompagnent en Belgique, en Suisse et ailleurs, pour pouvoir justement permettre au président de la République d'arbitrer sur cette possibilité qui lui est faite sur le fondement de la Constitution. Je vais d'ailleurs vous rappeler les dispositions de l'article 53-1 de notre Constitution. C'est injurieux car vous le connaissez par cœur, j'en suis sûr. Les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté pour son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la France pour un autre motif. Il y a là un texte qui, à l'évidence, nous permet de demander cet asile. Pour le reste, je vous fais la promesse que quand notre requête sera prête, nous ne nous contenterons pas d'une déclaration aux médias, vous aurez la requête entre les mains et vous la commenterez. The growing force that's been applied to our government to obey their own laws. A refreshing thought. And I want to thank Eric and Balthasar and his teams for such brilliant people assembled together to defend Julian in the first place, and in the second place to defend the right of us to read and to discuss among ourselves where things are going and how to make decisions based upon information that we can feel is genuine. Sometimes you see a Washington official say things about Julian that he's, for example, a high-tech terrorist. This was Joe Biden, Vice President of the United States during the destruction of 5 countries. These people steeped in rivers of blood, crime after crime, millions of refugees, saying such things about Julian is beyond grotesque. It's perverted. It stretches the language so far that it's hard for me to convey to you the concept of these men and women who administer the destruction of Iraq and Yemen. The list is long and horrible, saying such things about Julian, who brought nothing but verified truth to you to read and to evaluate for ourselves what our governments may do, what they've done, and how the geopolitical forces are organised and disposed. So I want to thank you. It's clearly a global problem. It started off just when I first started work in Europe, just a year ago. It started off, it appeared to me, as a European problem because the WikiLeaks is a French-registered company. It first published in France. It had its first court case in France.
It published in Le Monde, and published in Libertaire, and published in Der Spiegel, published in El Pay, published in The Guardian. All European publications. The staff are Europeans, except for Julian, who's from Australia, as you know. So it was a European problem, I thought to myself, that the oppression of Julian, of publishers and publications would ensure that the people of Europe would not be able to discuss among themselves movements that the United States or Washington may make to its advantage and to the disadvantage of Europe. We turn the corner now and see that it's clearly a global problem, and your being here is a recognition of a growing tidal flow that I perceive that will assist us to bring Julian freedom and to be able to mix freely with his family and friends. Lastly, I can't for the life of me understand why he's still in prison. He has committed no crime. The skipping bail was a misdemeanor, but he was actually an asylee at the time, and there's a process to go through to remove asylum, which wasn't gone through. So Julian now been 10 years in arbitrary detention. It's incomprehensible. And all the family, myself and Julian's uncles, Julian's uncle is a British subject, you know, and so is his nephew, and so is his cousin. I have a house there now with other of my children living there. There's no earthly reason that Julian ought not to be home on bail or the extradition process just immediately closed. It will bring the Crown Prosecuting Authority into the same disrepute and shabby reputation that the Swedish Prosecuting Authority